Que devient le Congo? C'est la question. Nous avons plein d'affaires, plein panier d'affaires. L'affaire Sephora, qui a été sauvagement abattue, qui a été kidnappée. Nous avons l'affaire René Mokono, dont on ne parle pas beaucoup, mais dont il faut parler, puisqu'il y a de quoi s'étonner que l'État se mêle de la vie d'un parti politique, et de surcroît qui n'est pas le parti majoritaire. Et que devient ce Congo où on ne peut même pas sortir en toute tranquillité et rentrer chez soi sans qu'il y ait ce qu'on appelle les enfants les enfants ennemis de la vie, euh, qui nous vous menacent. Alors, nous sommes en face de l'insécurité de l'État du Congo. Et cette insécurité, où se mêle aussi l'affaire des terres qui sont vendues. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà, à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres, tout en veillant à nos intérêts comme il le fait toujours. Mais l'État du Congo en danger. Il n'y a plus véritablement l'État du Congo, du moins tel que le prévoit la dimension donnée par la Convention de Montevideo. La notion de l'État est liée à celle de pouvoir souverain, d'organisation permanente, de territoire et de population. L'État peut être défini, d'un point de vue institutionnel, comme l'autorité souveraine qui exerce son pouvoir sur la population habitant un territoire déterminé, et qui, à cette fin, est dotée d'une organisation permanente. On peut, selon la coutume académique classique, reprendre le terme de cette définition. L'autorité souveraine, c'est celle qui est capable d'imposer sa volonté à l'intérieur du cadre géographique où elle est installée, tout à la fois aux individus, aux groupements que ces derniers ont pu constituer, ainsi qu'aux collectivités à saisie territoriale dans lesquelles ils se sont, en général, regroupés. L'autorité souveraine est également celle qui est capable de traiter d'égal à égal avec les autres sujets de la communauté internationale. Cet élément de définition implique l'existence d'un territoire. Aucun État n'existe sans une base territoriale. Un gouvernement en exil, même soutenu par les États amis, ne peut pas revendiquer la qualité d'État. Il nous faut nous interroger. Est-ce qu'il y a encore un État? Parce que l'État, vous le savez très bien, l'État est défini selon la Convention de Montevideo par trois aspects importants. Il faut qu'il y ait la population. Or, non seulement le génocide a détruit la population. Somme a été cassée. La porte de cet homme a été cassée pour fouiller les caisses qui étaient là-dedans. Il y avait des caisses là-dedans. Les gens croyaient qu'il y avait de l'argent. Il y avait quoi dans les caisses? C'était des raffias, des raffias, des objets d'art, des objets d'art. Et ça a été importé. Non, il a fini par abandonner. Il a fini par abandonner. Il n'avait pas trouvé ce qui est fait une scène. On peut voir faire le cerveau. Il a écrit les morts pendant la guerre. Le cycle d'une blessure, les morts pendant la guerre à Kaourovdou.
Et il nous a fallu d'exhumer là-bas pour la ramener. Et ce village a été détruit pendant la guerre. Ce village a été détruit pendant la guerre. Les quatre maisons étaient ici en tout cas. La première était là. La deuxième, c'était là. La troisième derrière septembre. Derrière septembre, là, on va vers la plus grande, mais la plus grande là. Et puis, là, à côté, là aussi, il y avait une maison. Et qui a détruit? C'est des hommes de droit, quand même, les beaux hommes brûlés. Puis non, un brûlé. Un militaire. Et maintenant, les partis qui étaient, partis du Congo, j'entends, qui étaient un peu en sécurité, vivent des phénomènes assez étonnants, comme, je dirais, ce qu'a vécu la petite Sephora, Ouesso et toute cette partie qui semblait vivre dans une sorte de quiétude. Il n'y a plus de quiétude là-bas. Il n'y a que de quoi s'inquiéter et s'angoisser. Dans la rue, on peut te tuer n'importe comment. Le génocide, j'avais cru comprendre que c'était fini, mais lorsque je me suis renseigné, on m'a dit qu'à Soumouna, vous savez, c'est une partie de la rue de Kinkala, à Soumouna, il y a encore le siège de ces sortes de génocidaires qui continuent à accomplir l'œuvre de l'État. Ce sont des militaires ou des affiliés militaires ou affidés militaires qui continuent à être nourris par l'État et qui continuent à violer les femmes dans la rue. Et en fait, on assiste à une réduction progressive de la population. Ça signifie que Montevideo, qui veut qu'il y ait une population, va se retrouver déjugé parce qu'il n'y aura plus de population. Sans population, il n'y a pas une notion de l'État. Montevideo veut également qu'il y ait un territoire. Qu'est-ce qu'un territoire? Un territoire, c'est le nombre de kilométrage de l'État, la délimitation de l'État, c'est ce qu'on appelle le bornage. Or, si on vend une partie des terres au Rwanda, en fait, on a enlevé petit à petit, puisque en mettant mes équipes à la disposition des thèmes que nous abordons pour les vérifier, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas que le Rwanda à qui les terres ont été vendues. Et il y a d'autres personnes. En fait, nous sommes en train d'assister à la fin du Congo avec la fin de vie de Sassou Nguesso. Donc, il n'y aura plus de terre. Si la population est maintenant en remplacement, puisque en réalité, si c'était les effectifs normaux, vous êtes sûr que le pôle, la partie sud, de manière générale, ne serait pas moins peuplée que la partie nord. Or, actuellement, c'est la partie nord qui semble la plus importante, mais à l'intérieur de cette partie sud, on est en train de mettre des populations qui ne sont plus réellement des populations congolaises. Donc, le deuxième paramètre, le paramètre de la population va maintenant manquer à la définition de l'État du Congo. Mais il y a un troisième paramètre, il faut qu'il y ait un État. C'est cela qui donne la garantie, un État qui fonctionne. Mais non seulement l'État du Congo est un État en faillite, et s'il est en faillite, on le voit, c'est même pas s'il est en faillite, il est effectivement en faillite, puisqu'on le constate. On le constate parce que si Sephora était bien défendu,
et ne serait pas parti de vie à mort comme cela. Et quand je connais le problème du trafic des organes, je l'ai étudié ici en France, avec le livre qu'on appelle Génocide, pardon, l'affaire Kabylie, c'est un problème très grave, c'est un commerce sur l'humain qui est très grave. Et de plus en plus, il va se développer ce phénomène-là, comme s'est développé le phénomène de la drogue vers Olombo. Vous le savez, dans mes enquêtes, j'ai pu constater que là où nous, à l'école, on apprenait que le Congo produisait du cacao, du café, les champs de café, les champs de cacao sont devenus en réalité des champs de chanvre et des champs de drogue. Donc, nous allons aussi assister au fait que le Congo qui a existé n'existera plus. Les enfants qui ont existé, qui feraient la population de demain, notre continuité, mais ces enfants vont au fur et à mesure perdre leur vie. Et également, la terre, c'est un débat qui est courant, la terre n'existera plus. Donc, le bornage du Congo finira par être véritablement réduit. Et vous imaginez bien que les États qui ont acquis les terres, ils ne vont pas s'arrêter pour pouvoir en revendiquer et la propriété et la paternité. Donc, le Congo est véritablement dans un état, pas seulement de déliquescence, mais un état de destruction. Et cela est important à analyser. Et c'est pour cela que aujourd'hui, nous voulons, dans le cadre du grand procès, ouvrir les yeux sur la réalité congolaise. Est-ce qu'il y a encore un État du Congo? Et s'il y a un État du Congo, où est la population du Congo? Que devient-elle? Et comment la violence qui était dans les forêts est en train de s'urbaniser? Et pour atteindre quel but? Et puis enfin, de quoi s'occupe l'État qu'on appelle l'État du Congo, l'État politique? Puisque avec l'affaire René Mokono, nous nous rendons compte que dans la réalité, il y a un problème au sein du DH-UKI, qui est un parti. À l'intérieur de ce parti, il est contesté un congrès qui a eu lieu, qui a été mal géré ou injustement géré par Badiabo. Alors, comment se fait-il que l'État du Congo s'occupe de ce parti qui n'est même pas le parti central? Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur a à voir à l'intérieur de ce parti pour chercher à nommer quelqu'un qui soit selon leur plaisir? Comment se fait-il que l'État du Congo, en la personne de son président, puisque je l'avais dit que c'est Sassou qui avait étranglé le docteur qui était le président de Yuki et qui avait gagné véritablement les élections, ou qui tout au moins tout montrait bien qu'il allait les gagner. Comment se fait-il que, après avoir tué son président, Kolela, Guy parfait, et cet État revienne pour vouloir tuer son parti, ou tout au moins l'affaiblir de telle façon qu'il devienne une sorte de parti godillot hein, dans l'État? En fait, les trois éléments
de Montevideo nous oblige à nous interroger sur le Congo aujourd'hui et le Congo de demain, à partir de l'actualité ou judiciaire ou politique. En tout cas, pour qu'il y ait une étude, pour qu'il y ait une analyse de droit qui permette de comprendre où allons-nous avec le Congo, de comprendre que le Congo est en danger. Mais il est en danger avec l'autre élément que nous allons examiner, c'est la notion de la présomption d'innocence. Donc, voilà poser le tableau pour que nous puissions faire le procès de la vie actuelle et de la vie politique du Congo. Le premier point, c'est la sécurité elle-même. Comment peut-on vivre dans un pays où on n'est pas en sécurité? Comment, quand tu es à l'étranger, tu peux t'attirer même pas ta propre terre? Si tu as le sentiment véritable que, de toutes les façons, là-bas, je ne peux pas m'acheter un terrain, je ne peux pas construire une belle maison, je ne peux pas faire un commerce, en un mot, je ne peux pas m'enrichir. Et la nuit, ou même maintenant, en plein jour, il y a les enfants Kuluna, et ce n'est pas seulement les enfants, c'est des adultes, qui viennent, qui te demandent, qui te raquettent. Et en te raquettant, on te demande de donner tout ce que tu as et dès que tu résistes, tu es en danger. Je vous avais dit la dernière fois, il y avait un drame devant l'église évangélique, le centre évangélique de Mansimou. Pas du fait des pasteurs ou des chrétiens qui y vont, mais parce que un enfant a été poursuivi par des gendarmes et il fallait qu'il se cache. Et il a trouvé l'église comme étant le lieu où il pouvait se cacher. Les gendarmes sont venus le prendre et je me suis renseigné parce que j'ai des équipes qui enquêtent. Je me suis renseigné et cet enfant, ce jeune, n'est plus de ce monde. Était-il véritablement Kuluna? Ne l'était-il pas? Je n'en sais rien, puisque l'enquête n'a jamais été établie. Donc, nous sommes dans l'insécurité totale. Nous avons aussi cet autre problème qui est le problème de la détention. J'ai eu des rapports des hommes et des femmes qui sont passés par les lieux de détention au Congo, surtout la détention provisoire. Et ces hommes ont vécu l'enfer. Certaines personnes, certains de ces hommes m'ont dit qu'on leur a fait manger, excusez-moi l'expression, le caca des hommes. On l'a mis comme du beurre sur le pain et il fallait absolument le manger. Certains hommes qui m'ont rendu témoignage, et certains, si nous sommes en train de préparer les conditions de leur sécurité, nous les entendrons dans ce chapitre que nous ouvrons sur la vie au Congo. Et certains hommes, on les a pratiquement pendus pour qu'ils puissent avouer ou dire des choses qui vont les condamner. Et vous imaginez bien que dans ces conditions-là, nous ne sommes pas dans une situation où la vérité qui est dite, où la vérité qui est recueillie soit une vérité judiciaire. Nous sommes en situation véritable de torture. Et ça, c'est la torture. Et la torture, elle est invivable. La torture ne crée pas les conditions d'un état de droit. Parce que, vous le savez certainement, que quand quelqu'un est pris à Brazzaville, quand il est emmené dans ces lieux secrets, c'est
c'est des lieux de véritable torture. Et quand les personnes sont torturées, ceux qui les torturent sont véritablement des criminels, ne travaillent pas au service d'un état de droit. Ces gens, ce sont des véritables criminels. Le Congo ne respecte pas les conventions contre la torture. Et la torture, en fait, crée la sécurité de l'État. Or, vous le savez, l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci: tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Pour faire l'exégèse de cet article 9, nous pouvons dire que n'importe quel homme, n'importe quelle femme est présumé innocent et innocente, jusqu'à ce qu'on ait donné les preuves qui permettent d'établir sa culpabilité. Mais après, c'est la question, la validité des preuves. Et comment on a créé ces preuves. Vous savez qu'au Congo, il y a une sorte de logique de toutes les arrestations. Moi, tout ce que j'ai appris, il y a toujours une atteinte à la sécurité de l'État. Mais il n'y a jamais été établie une normativité qui permette de comprendre ce que c'est que l'atteinte à la sécurité de l'État. Et souvent, on va déposer des armes dans les habitations de ces personnes. Et après, il est facile de dire, mais voyez bien, il avait des armes chez lui, donc automatiquement, cet homme préparait un coup d'État. Et nous sommes dans des éléments qui mettent le droit à mal. Parce que si les preuves obtenues ne sont que des fraudes, nous sommes devant la situation du faux qui corrompt tout. Dans le cas du Congo, je dirais que du point de vue dégagé par les éléments que j'ai eus de certains dossiers, je peux dire que beaucoup d'arrestations ne se pratiquent que sur le fondement du faux. Et lorsque on pend quelqu'un, lorsqu'on lui bande les yeux, comme déjà un condamné à mort, j'ai parlé de ceux qui sont en Ngangalingolo et le PSP de Ngangalingolo peut être visité. Vous verrez qu'à l'intérieur, il y a des gens qui sont prêts à être tués dans quelques temps ou dans quelques jours. Mais si vous demandez le dossier judiciaire de ces personnes, il n'existe pas. Donc, il y a là une atteinte à la présomption de l'innocence. Or, l'article 9 que le Congo a reconnu, dans tous les blocs qui s'appliquent au Congo, que le Congo a reconnu, dit que tout homme est présumé innocent. Parce qu'au Congo, vous, moi ou quelqu'un d'autre peuvent être arrêtés et du jour au lendemain, la personne a disparu de la vie. Donc, il est important que nous prenions conscience de ceci, que nous devons considérer toute personne qui est arrêtée comme étant une personne innocente. Et cela est un élément fondamental en ce qui concerne le Congo.
Or, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand il y a une situation qui se produit, personne ne sait pour aller exiger l'innocence de cette personne. C'est-à-dire qu'on vient arrêter un voisin, tout de suite, tout le monde disparaît. Il ne faut surtout pas parler de lui, il ne faut surtout pas aller lui parler. Or, quand j'étudie un droit qui maintenant est en train d'être réactualisé, on savoir ce qu'on appelle le droit SAD, le droit SAD exigeait que lorsque la police vient arrêter quelqu'un, ceux qui sont là, juste au moment de l'arrestation, parce que c'est là que les choses se passent, ont l'obligation d'exiger que le policier puisse dire pourquoi il ou elle vient arrêter cet homme. Voilà un peuple courageux. Et le Congo, qui avait des peuples courageux, on lui a mis dans une sorte de précarité de conscience. La souveraineté humaine, la souveraineté de l'humain n'est plus respectée. La force que tu as d'être un humain, c'est-à-dire que celui qui ne doit pas être arrêté n'importe comment, mais également celui qui ne fuit pas devant la justice, tout cela est en train, cette force, ce courage d'être est en train de disparaître. Et je demande que nous osons dire que lorsqu'on vient arrêter un frère, un voisin, un ami, un collègue, que nous puissions avoir le courage de nous dresser pour dire pourquoi vous l'arrêtez. Et cela, je peux vous dire, redonnera de la dignité à être congolais. Actuellement, il y a peu de personnes qui sont fières d'être congolais. Même les gens qui volent au Congo ne sont pas fiers de dire qu'ils sont congolais. Je veux que cette fierté revienne. Et pour qu'elle revienne, vous devez vraiment vous appuyer sur cet article, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le monde entier se bat à partir de là. Celui qui vient d'être arrêté, quand il sort de là d'ailleurs, la plupart de ces personnes, où ils sont borgnes, la plupart de ces personnes ont perdu un doigt, un membre, sont devenus comme des fous. Mais personne ne va demander des comptes. J'ai appris que même les avocats, on les a tellement intimidés qu'il y a des dossiers qui ne prennent pas. Nous sommes dans une situation de danger. Évidemment, quand cela arrive, ce n'est que l'affaire du voisin. Évidemment, ce voisin avec qui vous partagez d'une samba, vous le laissez à l'abandon. Mais ce n'est pas un comportement citoyen. Vous devez avoir des normes. Nous devons avoir tous des normes. Et jusqu'à ce qu'on ait déclaré coupable, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'ai les preuves qu'il est vraiment coupable pour qu'il soit arrêté. Et j'ai l'obligation de chercher à savoir ce qui est vraiment arrivé et en quoi il est coupable. Et encore, j'ai aussi l'obligation de vérifier que les pièces fournies, les photos, les images, que tout cela était pris dans des conditions qui permettent de défendre ou de confondre la personne jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Mais justement, le chemin qui conduit, permet d'aller à la culpabilité, souvent au Congo, nécessairement, tout le monde est dans une sorte de garde à vue qui n'est même pas contrôlée. Une sorte de détention provisoire dont on ne connaît pas véritablement la durée et les conditions. Au Congo, il n'y a personne qui va visiter les lieux de détention arbitraire. Et personne aussi ne va visiter les prisons. Donc, en fait,
la vie du Congo est une vie de tortionnaires. Et ceux qui travaillent à l'intérieur, ce sont des véritables tortionnaires. Plus tu es criminel dans ton comportement, plus tu es quelqu'un de bien. Et c'est cela qui crée et qui favorise l'état de dictature au Congo. Et cela, je voudrais vraiment que nous en prenions conscience. Et je voudrais qu'il soit dit que la détention provisoire n'est pas forcément nécessaire pour le bon exercice de la justice au Congo. C'est cela qui est important de savoir pour dire que celui qui pratique la torture pour obtenir des aveux, celui qui émascule des hommes pour pouvoir obtenir des aveux, celui-là est un criminel. Et il est plutôt lui, souvent le criminel. Et ceux qui lui donnent l'autorisation de le faire sont aussi des criminels. Et c'est cela qui fait que la justice en tant que telle au Congo n'est pas fiable. Et alors, si la justice n'est pas fiable, c'est parce que l'état de droit n'existe pas. Et si l'état de droit n'existe pas, alors on assiste à des situations comme celle dont j'ai parlé au début, la situation de la petite Sephora. Une fille qui veut l'avenir, que s'est-il passé? On n'en sait pas grand-chose. On commence à demander des rançons. C'est une culture que nous n'avions pas. On demande des rançons quand on enlève une enfant. Et finalement, la lumière n'a pas été établie si les rançons ont été données ou pas. Est-il que une enfant, et maintenant j'apprends qu'il y a une autre enfant aussi, je suis en train de suivre le dossier, qui va peut-être subir les mêmes conditions que celle de Sephora. Alors, où est la justice? Où est l'État? Est-ce que, en réalité, ces situations sont des situations imprévues? Et je ne crois pas. Est-ce que la situation des Kuluna qui vont, qui tuent, et maintenant, certaines images qui me sont arrivées sont horribles, on les brûle. On attrape un enfant, on le brûle. C'est passé, il y a eu 2 scènes à Pointe-Noire. Est-ce que ces enfants, s'ils étaient Kuluna, ne bénéficiaient pas de la présomption d'innocence? Est-ce qu'il ne fallait pas les interroger et obtenir, non pas des aveux forcés, mais au moins le récit des événements? Est-ce que c'est cette justice privée, la justice de la rue, qui va sauver l'État du Congo? Je ne crois pas. Il n'y a pas d'état de droit quand il y a la mort systématique du criminel. Il n'y a pas d'état de droit lorsqu'on fait des détentions provisoires dont on ne connaît même pas les limites, dont il n'y a aucun contrôle. Il n'y a pas d'état de droit lorsque l'homme, qui est finalement l'essence même d'un État, lorsque les droits humains ne sont pas respectés.
il n'y a pas d'état de droit lorsque un État, au lieu de s'occuper de la vie publique, s'occupe d'un parti pour pouvoir uniquement l'étouffer, le contrôler, et après avoir étouffé son chef. Il n'y a pas d'état de droit. Il n'y a pas non plus d'état de droit lorsque nous sommes dans l'insécurité la plus généralisée. Et parmi ces insécurités, il y a aussi, les menaces de faim. Il y a aussi le fait que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Parce que ça, c'est des bombes à retardement. Je me rappelle une vidéo qui m'avait été envoyée où on posait des questions à un enfant. On demandait quelle est la capitale du Congo. Et cet enfant qui avait répondu, on l'a ri, Mbika kwani Nsatwani Yenani, Kandiri Yako. Mon clair, fiche-moi la paix. J'ai faim et je n'ai pas mangé. Et c'est cela aussi, l'absence d'état de droit. Parce qu'on ne repartit pas de manière équitable les revenus. On n'est pas préoccupé par la vie de la population. On n'est pas préoccupé par les droits A dont je vous ai parlé. Parce que vous savez que chacun pour soi au Congo, on vient couper ton électricité, personne ne va se poser des questions. On vient couper l'eau alors que tu as payé, personne n'est là pour te défendre. Donc mes amis, nous sommes dans un pays en voie de disparition. On ne dira même pas en voie de développement, en voie de disparition. Donc c'est pour cela que lorsque on a parlé de l'histoire des terres, on est véritablement sur le droit international. Si le Congo n'a plus de terres, le Congo n'a plus de raison d'exister. Parce qu'il n'a pas de territoire. Si le Congo n'a plus de population, c'est ce qui est en train de se dessiner, le Congo bientôt n'aura plus sa population originelle. Il y aura une population importée. Et s'il n'y a plus que cette population qui existe, le Congo, avec les Congolais, n'existera plus. Et si sur le Congo, il n'y a qu'un État malade, l'État dont je vous avais dit la dernière fois qu'on peut les appeler des États en cours de disparition, des États échoués. Mais là, c'est plus que l'État échoué. Si le Congo devient un État, je dirais, inexistant, un État qui ne sème que l'insécurité, je peux vous dire que tous les critères, les 3 critères qui permettent d'évaluer de par le monde, Montevideo, même si tu ne l'as pas signé, c'est ce qu'on appelle le droit international coutumier. Et la Convention de Montevideo, je vous le rappelle, et c'est par là que je finirai, a 3 éléments, 3 critères qui permettent de déterminer ce que c'est qu'un État. Il faut qu'il y ait le territoire et nous sommes en train de vivre sans notre territoire normal. Il faut qu'il y ait la population. Non seulement le Congo a tué sa population, en commençant par celle du Sud, en commençant par les Lari, mais le Congo est en train
soit par la faim, soit par cette bande désarmée. On a créé, c'est eux qui ont créé le Kuluna. Maintenant, peut-être qu'ils ne maîtrisent plus, ou peut-être qu'ils l'utilisent comme étant une armée souterraine. On peut tuer le nombre de personnes que l'on veut, et on ne dira pas, on ne justifiera pas, parce qu'après tout, nous tous, on est victimes de Kuluna. On peut même tuer le Kuluna en sachant que ce sont nos jeunes de demain. Mais en tuant le Kuluna, en tuant ses enfants, en remplaçant leur père et leur mère par des populations qui viennent de l'extérieur, qui peuvent entrer sans visa chez nous, qu'est-ce que nous sommes en train de favoriser? Nous favorisons la disparition du deuxième élément de qualification d'un État qui est la population. Et quand on regarde un pays qui est jusque-là en train de se mourir, dont l'État ne fonctionne plus, nous arrivons à un État fait d'une telle violence qu'au lieu qu'il s'occupe des véritables situations qui sont des situations nécessaires pour que le Congo prospère, s'occupe uniquement des moyens de détruire les organes de partie de la société, des organes pour lesquels, quand il y a des contestations internes, comme je l'ai appris aussi, on met en fuite des personnes. René Mokono est en train de fuir dans son Congo, dans son propre pays, uniquement parce qu'il veut que ce pays puisse laisser leur parti, PhD Yuki, organiser son propre congrès et de manière démocratique. Alors, quand l'État, chez nous, on dit, chez Larry, je crois, on disait que quand un chien, je ne sais pas comment on dit cela, quand un chien se met à poursuivre les criquets, c'est qu'il est déjà trop vieux pour attraper des vrais gibiers. Et nous avons non seulement un Congo qu'on est en train de faire vieillir, mais peut-être un prétendu président qui est devenu trop vieux, mais qui a laissé derrière lui tous les systèmes de destruction d'un pays. Donc c'est encore une fois nous qui avons la clé. Le peu que tu peux faire, le courage que tu peux prendre pour exister va sauver le Congo. Et l'article 9 est un élément fondamental pour pouvoir défendre le droit chez nous. Tout homme arrêté ou non arrêté n'est pas forcément coupable. Il est présumé innocent. Mais toutes les affaires judiciaires ne nécessitent pas que la personne soit arrêtée. Et lorsque la personne est arrêtée, ça doit être dans des conditions qui permettent de produire des preuves réelles et non pas des preuves inventées. Et que la personne qui pratique la torture, et au moment où je parle, il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans des prisons congolaises, qui n'ont jamais été jugées. Et ces personnes-là, y compris d'ailleurs les enfants dont on a parlé, on n'a jamais su ce qu'il en est advenu, et y compris ces jeunes filles, toutes ces personnes-là ont besoin d'avoir un tribunal impartial avec des preuves réellement établies. Et lorsqu'un État va permettre que l'on puisse faire des violences qui
qui vont jusqu'à la mort sur ses propres enfants. Aujourd'hui, c'est Sephora, et j'ai appris qu'il y a de l'autre côté, c'est un garçon. Nous ne sommes véritablement pas dans une société qui est une société de sécurité, qui sécurise la vie, qui développe la vie, mais nous sommes devant une société morte qui est en train de conduire tout un peuple vers la mort. Et c'est contre cette mort qu'il nous faut nous battre, que nous nous battons déjà. Et c'est contre cette sorte de léthargie, d'indolence qui permet de dire « Oh, c'est pas grave, c'est pas moi. Il n'a qu'à m'enlever. » Non, non, faut pas attendre que ça t'arrive à la porte. Faut pas attendre le jour où tu seras arrêté sans qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Il faut que nous puissions maintenant apprendre à nous lever au nom de la vérité et au nom de la justice. Que Dieu vous garde.